Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous nous suiviez en direct sur Twitch ou en podcast ou c'est rediffusé absolument partout, même sur YouTube, hein. Vraiment, on a de la chance, on a plein de moyens à disposition pour diffuser des sujets super cool et aujourd'hui, justement, on a un invité que j'aime beaucoup parce que je l'ai déjà reçu il y a quelques années maintenant, on avait passé un bon moment pendant 2 heures ensemble, il s'agit de Christian Ingrao qui est un historien spécialiste du phénomène guerrier au XXe et XXIe siècle, plus spécialement du nazisme et de la violence de guerre. Il a été par le passé directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, il est actuellement directeur de recherche au CNRS, il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur ces questions, comme La promesse de l'Est, Espérance nazie et génocide, qui est paru en 2016, Le soleil noir du paroxysme, nazisme, violence de guerre, temps présent en 2021, et Le monde nazi 1919-1945 avec Johan Chapoutot et Nicolas Patin, qui sort justement actuellement en librairie. Et donc voilà, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble avec Christian, et aujourd'hui, on va pouvoir revenir sur cette montée en puissance du nazisme en Allemagne à partir des années 20. Et vous allez le voir, ça va être absolument passionnant. Mon cher Christian, bonjour. Bonjour Ben, comment ça va? Bah écoute, moi ça va très bien, et toi? Très bien aussi. Bah, comme je le disais, c'est un plaisir de te recevoir parce que la dernière fois, tu nous as fait ce qu'on appelle dans le jargon une masterclass. Tu m'as foutu les poils et en même temps, c'était tellement intéressant. Ça, voilà, donc j'ai très hâte aujourd'hui de rediscuter avec toi. Merci. Et d'offrir ce moment à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, on va donc revenir ensemble sur cette montée en puissance du nazisme, de comment ils en sont arrivés finalement à prendre les rênes du pouvoir. Mais avant ça, même si je t'ai déjà reçu dans l'émission, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer comment toi, tu en es arrivé à travailler sur ces problématiques ? Alors c'est à la fois très simple et un peu complexe. Je suis un historien de 54 ans. Je suis né dans les années 70 à Clermont-Ferrand. J'ai fait mes études là-bas. Et assez tôt, quand j'étais adolescent, j'ai développé une vraie appétence pour les questions d'histoire contemporaine, et notamment sur la question du nazisme. Mais à l'époque, quand on s'intéresse à ces questions-là, le paysage académique français est inexistant ou pratiquement inexistant. Et donc, quand je décide de travailler sur le nazisme en maîtrise, c'est-à-dire, on va dire pour le master 1, eh bien, il y a personne à Clermont-Ferrand qui peut faire le truc, et je suis contraint de monter à Paris, ce qui m'arrange bien parce que la femme que j'aime à cette époque-là veut monter à Paris. Et donc, c'est dans cette optique-là, dans cette atmosphère-là que je suis arrivé au national-socialisme et à son étude, au sens où eh bien, j'ai dû me mettre à travailler à un moment où il y avait assez peu de gens qui étaient en train de le faire. Donc, j'ai fini par partir à Berlin pour faire mon doctorat, et puis c'est là que j'ai rencontré les travaux qui devenaient importants pour moi. C'est comme ça en fait que ça s'est mis en place. Alors, tu as déjà écrit plusieurs ouvrages sur le sujet des nazis et du nazisme en général. Là, tu sors un nouveau bouquin que j'ai d'ailleurs, hein, le monde nazi, il est juste là, avec les camarades Johan Chapoutot et Nicolas Patin. Et alors, juste avant qu'on prenne cette émission en direct, tu m'as dit, bon, quand même, un livre comme ça, t'en écris qu'un dans une vie, quoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce livre? Merci Ben, c'est une belle question. C'est une belle question parce que entre la réponse que je viens de te faire et ce bouquin-là, il y a un monde qui s'est passé. Entre les deux, on est en 1991 ou 92 quand je te racontais qu'il y avait personne sur le nazisme, et ce 2024, il y a un tiers de vie d'homme, 32 ans qui se sont passés. Mais il y a aussi le fait que on a été beaucoup à travailler, que est né quelque chose qu'on pourrait peut-être pas appeler totalement une école historique française sur le national-socialisme. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, et que le livre que tu es en train de montrer
résulte en fait de la grande alliance entre trois types de savoir-faire. Trois types de savoir-faire qui sont développés par trois historiens germanophones. Trois historiens qui ont travaillé de façon intensive, soit dans les archives, soit dans ce qu'on pourrait appeler les littératures grises que la société allemande et le Troisième Reich ont produit, et qui nous permet de donner quelque chose qui est un ouvrage qui est informé de toute l'évolution de ces 30 dernières années. Ce qu'on a pu faire ici, c'est l'alliance entre trois personnes qui savent faire trois choses différentes. Johan est quelqu'un qui est un historien des idées et des savoirs. Nicolas, c'est quelqu'un qui fait à la fois de l'histoire politique et de la sociologie historique. Et moi, je suis un historien, on va dire, des imaginaires et de la violence. Et donc, mettre tout ça ensemble, ça a donné le livre que tu es en train de dire. Et c'est pour ça qu'on a à la fois réussi, je crois, à écrire ce que nous sommes capables d'écrire chacun des trois, et dans le même temps de rapporter en France ces historiographies, notamment les historiographies allemandes, mais pas seulement, les historiographies internationales qui sont malgré tout encore un peu hors de portée. Et donc c'est un projet qui est né il y a 3 ans, tu dis? C'est du full-time job? C'est pas tout à fait du full-time job. On a tous fait un peu autre chose à côté, mais c'est quelque chose qui est né il y a 4-5 ans. C'est né de la rencontre entre Johan et Judith Simoni. Moi, au départ, j'avais pas tellement envie de faire ce truc-là. Et puis, Johan est un ami, il m'a un peu forcé la main, et on a fini par faire le truc ensemble. Et j'ai fini par accepter de faire la chose parce que je me rendais compte que, je sais pas si tes auditeurs sont au courant, mais en gros, l'historiographie du nazisme, la façon dont on raconte le nazisme est quelque chose qui est conditionné par les générations. Tu as une première génération de gens qui ont vécu le truc, et qui, les Allemands surtout, et qui essayent de comprendre comment cette nation qu'a donné Goethe, Bach, Max Planck, etc., a pu se retrouver à tuer des enfants devant des fosses. Ce désastre civilisationnel, et il le montre, il l'explique par la magie et la manipulation qu'Hitler avait pu mettre au pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalisme. Il y a une deuxième génération qui est l'élève de la première, et qui va essayer de comprendre les choses avec les outils de la sociologie notamment, et dire non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une société et un État qui ont connu quelque chose comme un emballement, et cet emballement a créé de la radicalisation, et cette radicalisation, elle a conduit au génocide des Juifs. Ensuite, il y a une troisième génération de gens qui ont dit c'est pas faux ce que vous êtes en train de raconter, mais il est intéressant d'aller voir ce qui se passe là où on tue les gens, là où on occupe les sociétés européennes, et de voir comment sur le terrain ont fonctionné ces dynamiques qu'on était en train de mettre en place. Et puis cette troisième génération, qui est celle dans laquelle nous moi j'ai vécu, je suis un peu plus vieux que les deux autres, et cette génération, je me rends compte qu'elle a une phase de rendement décroissance, c'est-à-dire que ce qui était intéressant dans les années 90 et au début des années 2000 commence à le devenir un tout petit peu moins. Et donc, il y a quelque chose d'autre qui est en train de naître. Et ce quelque chose, on commence à le comprendre depuis 4-5 ans. Quelque chose qui est non plus s'intéresser aux sociétés occupées, mais à la société allemande, et à essayer de comprendre ce qui est, à mon avis, une question fondamentale, et qu'on avait compris ici, c'est les facteurs d'attractivité du national-socialisme. Pour toi et moi, Ben, le nazisme, c'est des gens atroces avec un uniforme SS, des yeux inhumains, et qui tuent des gens. Mais quand on est à Berlin ou à Francfort ou je sais pas à Leipzig, etc., le national-socialisme, c'est d'abord et avant tout un réseau de gens qui quêtent, qui mettent en place des kermesses, qui donnent des fringues en hiver, qui essayent de rassembler de l'argent pour aider les plus pauvres, etc., et qui en même temps constituent un réseau de surveillance. Et donc, tu vois, l'attractivité du national-socialisme, elle se joue sur ces questions-là, et c'est en gros tout cet héritage de ces 3 générations d'historiens, plus cette vague qui est en train de naître, que nous avons essayé de raconter.
Ouais, donc c'est vraiment un nouveau regard sur cette période et ce phénomène, quoi. Oui, on essaye de faire ça, en effet. Alors je te propose de rentrer dans le vif du sujet justement et de parler un peu des origines du nazisme. Alors déjà, on en entend souvent parler, mais pour être souvent en début d'entretien, on reclarifie les termes un petit peu pour qu'on soit sûr de quoi on parle et que les auditeurs soient bien clairs là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le nazisme? C'est une question difficile et piège, hein, parce que justement, chacune des trois générations pourrait t'en donner une définition différente. Tu vois, les premiers te diront que la génération intentionnaliste te diront que le nazisme est une idéologie qui se caractérise par sa force et sa capacité de conviction. La deuxième génération te dira le nazisme. Écoutez, c'est un mouvement de personnes, c'est une sorte de parti politique qui a réussi à capter l'air du temps et qui a fini par agréger l'ensemble des gens qui voulaient faire carrière dans le Troisième Reich et ces gens, en faisant carrière, ont radicalisé le truc. La troisième génération, tu diras, c'est pas faux ce que sont en train de raconter les gens de la seconde génération, mais il s'est aussi passé des choses qui font que quand ils sont sur le terrain, les conditions, les considérations fonctionnelles font que on commet l'irréparable. Nous, ce qu'on dit, c'est que le nazisme, c'est un système de croyance qui est fondé sur une conception du monde, qui fonde une conception du monde, et cette conception du monde, elle donne du sens aux gens qui l'intériorisent. Quand tu deviens nazi, ça te permet de comprendre le monde, l'histoire et toi-même. Et ça, c'est extrêmement rassurant. D'un côté, le monde, donc ce système de croyance, il décrit le monde comme un agrégat de races avec, au centre de l'Europe, cette espèce de zone dans laquelle les deux races les plus importantes et les plus créatives, les deux races nordiques, la race nordique et la race félique, se sont concentrées. Cette zone, c'est la Scandinavie, une grande partie de l'Allemagne, mais aussi l'Angleterre, etc., etc. Autour de cette zone, tu as des sociétés qui sont des sociétés métissées, avec les sociétés qui sont avec les races qui sont différentes et déjà un peu inférieures, slaves, méditerranéens, alpins, etc., etc. Bref, tu vois, le monde ainsi s'explique par le déterminisme racial. En second lieu, ça explique l'histoire, parce que ça c'est Johan qui l'a très bien montré dans ses livres, notamment dans le nazisme et l'Antiquité. Eh bien, l'histoire de l'humanité est relue au travers à l'aune raciale. Les Spartiates, c'est des Nordiques, les Romains, c'est des Nordiques, les Athéniens, c'est des Nordiques, Charlemagne, c'est un Nordique, etc., etc. Et on peut suivre comme ça une espèce de haut et de bas de l'histoire avec des phases créatives dans lesquelles les Nordiques sont appelés à exprimer leur nom, et puis des phases descendantes qui sont des phases de décadence. Et la plupart du temps, ces phases de décadence, elles sont liées au métissage et à l'action de l'anti-race, ou de la race absolue que sont les Juifs, parce que le nazisme, c'est évidemment d'abord et avant tout un antisémitisme. Enfin, ça explique aussi soi. Parce que, quand tu es un individu que tu as internalisé le nazisme, tu sais que tu fais partie d'une chaîne d'individus, la ZIP, le lignage, si tu préfères, dans lequel tu es à la fois le réceptacle de tes ancêtres et dans le même temps, tu es aussi la matrice de ceux qui vont venir. Et donc, il y a un discours sur la mort et sur l'existence qui est extrêmement intéressant. Quand tu as intériorisé tout ça, tout fait sens. Tout fait sens, y compris cette histoire un peu incroyable qu'a vécue l'Allemagne depuis le 19e siècle et depuis 1917-1918 et qui l'a mené à être à vouloir devenir la plus grande puissance du monde par le biais de l'industrialisation, etc., et jusqu'à devenir le paria des nations en 1918-1919 par la défaite et le traité de Versailles. Oui, donc contrairement à ce que parfois le grand public peut peut-être penser, le nazisme ne trouve pas ses origines uniquement dans la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles. En fait, c'est quand même, ça va chercher un peu plus loin, quoi. Alors, c'est vraiment une question qui est encore débattue et dans laquelle les historiens ont toujours un peu de mal à donner une réponse définitive. Tu vois, la première génération d'historiens dont je te parlais tout à l'heure, des intentionnalistes, évidemment, cherchent un peu partout les racines
et la généalogie du national-socialisme. La deuxième génération, elle te dit oui, vous avez raison, il y a cette théorie de la modernisation qui fait que nous avons tous connu une explosion démographique, une industrialisation, etc., et que c'est parce que notre modernisation, disent les Allemands, et notre modernisation est pathologique que le nazisme s'est mis en place. Au fond, ce que tout ça essaye de dire, c'est que le nazisme serait une sorte de rejeton monstrueux de quelque chose qu'auraient connu les autres nations. Hein. Si tu es bien dans le cadre, comme l'Angleterre ou la France, tu connaîtrais pas ça. Et si tu n'es pas tout à fait dans le cadre, parce que ton explosion démographique est trop forte, eh bien tu connaîtrais ça. Nous, on préfère être un tout petit peu moins directif et dire que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la modernité. Alors la modernité, c'est quoi? C'est l'explosion démographique, c'est l'industrialisation, c'est la construction étatique, c'est la révolution médiatique, la révolution scientifique, etc., etc. Tout ça forme une sorte de matrice. Et l'un des possibles de cette matrice, c'est le nazisme. Mais ça aurait pu naître ailleurs. C'est ça qu'on essaye de dire. Et effectivement, quand tu le vois comme ça, ben, tu t'aperçois que effectivement il y a des racines du national-socialisme qui sont à plus long terme dans la question du scientisme, par exemple, le fait que à un certain moment les sociétés européennes toutes ont vu dans la modernité la possibilité de contrôler les populations, de lutter contre les maladies héréditaires, etc., etc. Et donc, tu vois, tu trouves ça à la fois en Suède, en Angleterre, en France, et dans le national-socialisme, c'est lui qui pousse les choses à leur paroxysme. Alors, le parti nazi, le nom du parti nazi, c'est le NSDAP. Comment est-ce qu'il naît? Alors, il naît quelque part dans ce Munich très perturbé de la fin de la Première Guerre mondiale. Hein, tu le sais, c'est une ville charnière en Allemagne, hein, la capitale de l'un des plus grands royaumes qui formait l'Empire. En 1919 est né ce qui s'appelle le Deutsche Arbeiterpartei, DAP, qui est un parti comme il en existe des dizaines et des centaines. Hein. Il faut se représenter que la nébuleuse nationaliste d'extrême droite allemande de ces années-là est véritablement une nébuleuse, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines d'organisations, et que le DAP n'en est qu'une parmi d'autres. Hein. Quelque part en février 1920, le parti change son nom et de DAP, Deutsche Arbeiterpartei, devient le Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, c'est-à-dire le parti national-socialiste ouvrier d'Allemagne. Alors, toute la question est de savoir qu'est-ce qui caractérisait ce parti. Hein. C'est un groupuscule dans lequel il y a des gens comme déjà Adolf Hitler, Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Ernst Röhm, qui mettent en place une nouvelle direction et un programme en 25 points. Hein. Mais en gros, à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est que quand même le DAP puis le NSDAP sont des partis, comme il en existe des milliers en Allemagne. Des partis qui surfent, voguent sur la vague de la défaite, de son expérience, du désespoir qui saisit une grande partie de la société allemande. Et alors, il y a national-socialiste, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient socialistes? Ça, c'est une question qu'on va régler assez vite. Tu vois, le socialisme, et notamment le socialisme allemand, est une espèce de domaine, tu vois, à la fois théorique, organisationnel, pratique, etc., etc. Hitler, dès Mein Kampf, te dit qu'il sait à peine faire la différence entre un socialiste et un social-démocrate, qu'il sait pas ce que c'est en fait. Et donc, il n'y a absolument rien de socialiste dans le parti. Simplement, il y a une espèce de captation, de tentative de captation par Hitler d'abord et par le parti ensuite de la question de la collectivité et de la solidarité. Voilà, c'est à peu près tout. Pour le reste, c'est un parti qui est d'extrême droite et réactionnaire. Donc ça reste, comme tu le dis, un petit parti au départ, que comme il y en a beaucoup d'autres, comment il va se structurer du coup? Alors, c'est un parti qui au départ, entre 1920 et 1923, a pour stratégie
c'est un parti nationaliste révolutionnaire, si tu veux, c'est-à-dire nationaliste putschiste. Hein, c'est des gens qui disent ce que nous on veut, c'est essayer de prendre le pouvoir, et de le prendre par la force. On n'arrivera pas, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Et donc, c'est des gens qui fomentent quelque chose qui est de l'ordre du putsch, de l'insurrection, etc., etc. Évidemment, la dynamique du parti est une dynamique qui est croissante, qui est invariablement croissante. C'est-à-dire que de 1920 à 1923, eh bien, on voit quand même malgré tout le parti monter en puissance, devenir un parti important sur cette scène tumultueuse qui est la scène bavaroise. Et en 1923, en novembre 1923, dans ce moment extrêmement compliqué et effervescent qui est celui de l'invasion de la Rhénanie et de la Ruhr d'un côté, l'inflation, la crise du pouvoir à Berlin, etc., etc., les nazis essayent de prendre le pouvoir en Bavière. 9 novembre, ce putsch extrêmement mal préparé d'un amateurisme absolument crasse échoue. Hein, on est médusé d'ailleurs par ça. Si Hitler fait confiance aux gens, tu vois, les fait prisonniers dans une pièce avec un revolver et puis obtient d'eux de vagues promesses disant qu'ils vont réfléchir à la question de former un nouveau gouvernement et puis les relâche. Et donc le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il les relâche, tu vois. C'est 100 balles et 2 BN, tu vois, et puis ok, t'as promis, t'y vas. Et donc le lendemain, il ne lui reste plus qu'à manifester, et puis il manifeste devant des mitrailleuses de la police bavaroise, et tout ça est terminé en quelques minutes, avec des morts, évidemment. Et donc à partir de 1923 la fin de 23 est une vraie rupture, d'une part parce que le leadership du NSDAP va connaître soit la fuite un peu honteuse, soit l'emprisonnement lui aussi assez honteux, et en profiter pour faire un aggiornamento, se réformer, et parce que en sortant, eh bien il y avait un possible ici qui faisait que Hitler avait été un peu déconsidéré quand même, si tu veux. C'était vraiment naze ce qu'il avait fait, et donc il y aurait pu y avoir une autre direction qui se met en place, mais petit à petit il reprend l'ascendant sur le parti. Ouais, donc déjà en 23, donc quand il fait cette tentative, Hitler c'est déjà une grosse figure du parti. Et Hitler était une grosse figure du parti dès 1920. Il a un vrai ascendant sur les gens et sur la structure. Mais cet ascendant, il le perd en novembre 23. Il est quand même responsable de ce fiasco absolu qui fait que il y a des morts dans les rangs du truc. Lui a même essayé de s'enfuir en bagnole. Göring a pris une balle dans la hanche, etc. Enfin, c'est des pieds nickelés qui se font la malle. Tu vois. Et donc il est incarcéré. Il a droit à un procès qui va être une vraie chance pour lui parce que il y trouve une tribune qui sort de la Bavière et qui en fait quelque chose comme un tribun au plan national. Et puis en prison à Landsberg, il écrit ce truc qui s'appelle Mein Kampf et qui est un triple truc. Tu vois, c'est à la fois il essaie de régler ses comptes avec l'extrême droite locale, et là c'est là que le livre est le plus cryptique. Il faut essayer de comprendre cette extrême droite pour comprendre qui il est en train de critiquer entre les lignes ici. Il y a un deuxième axe d'argumentation qui est un axe d'argumentation idéologique, et puis un troisième qui est programmatique. Et donc les trois en même temps, si tu veux, font que on a ce manuscrit qui est là et qui nous procure une sorte de fenêtre sur ce qu'était le national-socialisme en 1924-1925. Et voilà. Et donc en sortant, il va d'abord progressivement reprendre le contrôle du parti, et c'est pas donné parce que des gens comme Goebbels, des gens comme Feder, les frères Strasser sont partis faire autre chose, et ils se sont dit qu'il y avait une autre aventure à jouer. Et donc lui il reprend le contrôle et puis va transformer le parti en machine de guerre antidémocratique. Mais bon, ça met des années et des années, tout ça. On est en 24. La prise de pouvoir, c'est 33. Il y a 9 années de travail qui se mettent en place. Et de 1924 à 1928, il y a rien qui marche. C'est vraiment un parti parmi les autres, comme dit Nicolas. Ouais, il tente des trucs, ça fonctionne pas, mais
29, crise économique. Et oui, 29, crise économique. Et là, crise économique et pas que crise économique, si tu veux. Il y a à la fois une crise économique et puis un basculement du spectre politique et social qui fait que quand tu as une crise économique, et cette crise économique est marquée par des taux de chômage qui sont faramineux. Detlef Woykert a montré que dans certains quartiers de Wuppertal, on était à plus de 80% de chômage. Il y a 8 personnes sur 10 sont au chômage. Et si tu fais le compte et que tu regardes non plus les personnes au chômage, mais les périodes de chômage, alors tu peux t'apercevoir que c'est à 90 à 95% de la population qui a fait l'expérience. La population active évidemment. Donc c'est une crise qui est un choc immense. Un choc qui dure en plus, tu vois, ça commence en 29, mais en 1931, tu as la crise des changes, et donc tu vois, c'est tout le système économique allemand qui se met en berne, et les solutions qui sont apportées par les gouvernements qui sont au pouvoir, ils sont des gouvernements qui sont de plus en plus à droite, sont des solutions austéritaires. En gros, t'as une crise de déflation et ces gens sont en train de te dire il faut qu'on raffermisse la monnaie, il faut qu'on fasse des économies et donc ils rajoutent de la crise à la crise. Tu vois, les keynésiens à ce moment-là, tu vois, on a tous eu des cours d'économie, tu vois, et donc les keynésiens savent qu'à ce moment-là il faut refaire pomper la machine, la réenclencher par du déficit spending et les libéraux et la droite dure s'y refusent. Et donc, ça rajoute de la crise à la crise. En faisant ça, tu as un parti qui finit par se poser en recours en disant nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lutter contre le chômage et à partir de 1930, la montée électorale du NSDAP est quelque chose qui est extraordinairement important. Tu vois, en 1931, le parti est déjà le premier parti allemand, enfin parti politique en Allemagne. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on appelle un Volkspartei, c'est-à-dire un parti qui ne représente pas une classe. Il prend ses électeurs, il prend ses militants de façon différente dans les deux cas, mais il prend ses électeurs, il prend ses militants dans toutes les classes sociales. Seulement, en haut, on pense quand même que ce petit caporal, avec sa drôle de moustache, ses vociférations, ces troupes qui mettent le bordel partout dans les rues, ça va pas et on n'en veut pas. Même si, effectivement, quand il parle d'ordre et qu'il honnie la République, eh bien tout le monde est d'accord. Enfin, toute la droite et la droite dure sont d'accord avec lui. Mais on veut pas d'eux. Et donc, tout le problème de la droite, des libéraux jusqu'à la droite, c'est d'essayer de gouverner sans Hitler entre 1930 et 1932. Alors justement, tu parles d'une république, il s'agit de la République de Weimar. Tu peux nous en toucher 2 mots ? C'est à la fois assez simple et puis en même temps c'est quand même pas mes parties à moi. La République, c'est le grand expert de tous, les 2 grands experts de tout ça, c'est à la fois Nicolas, parce que c'est lui qui connaît très très bien la question de la transition entre la guerre, le souvenir de la guerre, la culture de guerre et la République de Weimar, et Johann qui est un expert en histoire politique de tout ça. Moi, tous ces trucs-là sont un peu loin pour moi. Il n'en reste pas moins que ce qu'on peut dire, c'est que la République de Weimar naît sur les décombres d'un empire qui était à la fois social et autoritaire. C'est-à-dire que Bismarck avait commencé par mettre en place des politiques qui permettaient de donner des gages en intégrant la social-démocratie tout en conservant le contrôle des choses. On mettait en place des lois sociales, mais c'était quand même la grande bourgeoisie qui gardait le contrôle sur tout ça. En 1918, en octobre 1918, est proclamée la République, et cette République, elle va d'une part se structurer elle-même par ce régime qui a été décidé à Weimar et qui repose sur 3 grands piliers, on va dire. Le premier pilier, c'est le fédéralisme, avec des Länder qui conservent de très grandes marges de manœuvre. En second lieu,
un parlementarisme extrêmement développé, avec des partis qui ont énormément d'adhérents et une proportionnelle intégrale qui fait qu'il y a une représentation extrêmement forte. Et enfin, des forces de gauche et une social-démocratie qui ont montré avec beaucoup de force, un peu de violence, beaucoup de violence même, qu'elles étaient attachées à la démocratie parlementaire et qu'elles refusaient la voie révolutionnaire que les bolcheviks et les spartakistes avaient insufflé dans cette Europe des années 1918-1919. Et donc, tu as un régime comme ça qui est un régime véritablement parlementaire. Il y a de vrais débats. C'est un régime qui fonctionne relativement bien et qui représente bien, je trouve, une société qui bourgeonne à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vois, il y a eu la guerre jusqu'en 1924. C'est une société qui est troublée. Il n'en reste pas moins que c'est une société qui est hyper innovante, que les arts, les lettres, le cinéma sont absolument bourgeonnants, que c'est la plus grande école mathématique du monde, que etc. etc. Et tout ça s'éploie dans un régime politique qui est un régime politique qui est extrêmement représentatif et au début qui penche beaucoup à gauche et puis qui finit par se droitiser petit à petit. Et alors, quand on voit les méthodes du NSDAP et que tu nous dis que début des années 30, avant même de prendre le pouvoir, c'est déjà le premier parti, cette République de Weimar qui était plutôt beaucoup démocratique au départ, elle l'est toujours ou en début de ces années 30 ou... C'est compliqué. Ça, c'est une question qui est compliquée, qu'on a essayé de bien traiter avec Johan et Nicolas. Une des choses qui est très importante, c'est de montrer qu'à partir de 1929, 1930, les institutions de la démocratie rentrent en crise. Elles rentrent en crise pourquoi ? Parce que d'un côté, le paysage politique s'est droitisé. Les sociodémocrates, les communistes et même les partis libéraux bourgeois sont, du fait de la crise, de plus en plus marginalisés, sauf le KPD, sauf les communistes. Tu vois, mais toute on va dire toute l'aile gauche et le centre parlementariste voient leur électorat fondre comme neige au soleil. C'est la même chose du côté des partis traditionnels de droite. Et donc, tu as une sorte de polarisation qui se met en place entre dans les votes. Ça, c'est une première chose. Du point de vue maintenant de la représentation et des pouvoirs politiques, tu as là aussi une polarisation qui se met en place, mais avec l'idée que le centre, la droite et la droite nationaliste veulent gouverner, mais veulent gouverner entre eux. C'est-à-dire pas avoir ces plébéiens, ce Volkspartei, ce parti, tu vois, qui réunit un peu tout le monde, sauf vraiment les grands bourgeois. Et ils ne veulent pas, tu vois, ces partis de droite et de centre droite veulent pas travailler avec le national-socialisme. Et donc, ce qui se passe, c'est que le régime parlementaire à ce moment-là, il est suspendu. Chez nous, on a le 49-3. Mais à l'époque, il y a des décrets présidentiels. Tu vois, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il y a autour du président de la République de Weimar, qui est Paul von Hindenburg, tu vois, le grand héros de la Première Guerre mondiale. Il y a toute une série de gens, d'organisations qui vont court-circuiter le parlementarisme pour faire passer loi, budget, décision par des décrets présidentiels. Et donc, là, la démocratie, elle est un peu suspendue. Et elle n'est pas qu'un peu suspendue. Et de plus en plus, on voit apparaître des actes qui sont des actes transgressifs, qui vont finir par devenir des actes touchant la sécurité intérieure, mettant en place quelque chose qui ressemble à des lois d'exception, etc., etc. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que le 30 janvier 33 s'inscrit dans un continuum qui a commencé bien avant et qui va continuer bien après. Quand on veut travailler sur la fin de la démocratie à Weimar et en Allemagne, il faut travailler sur une période qui va de quelque part entre 1930 et l'été 1934. Il y a 4 années pendant lesquelles la démocratie sombre lentement.
L'arrivée au pouvoir, donc qu'est-ce qui arrive le 30 janvier 1933? Eh bien, 30 janvier 1933, en fait, les conservateurs et nationalistes qui sont au pouvoir jusqu'ici, constatant que il est devenu impossible de gouverner, que la décision politique est obligée de passer par les décrets et donc par le président, parce que tout simplement il n'y a plus personne n'a de majorité au Reichstag, eh bien essaye une nouvelle solution, pensant pouvoir intégrer et apprivoiser cette force qu'est le NSDAP au sein d'une coalition gouvernementale. On décide de nommer Hitler chancelier avec un gouvernement de coalition, c'est-à-dire un vice-chancelier qui est Franz von Papen, qui est un homme à la croisée des réseaux à la fois militaires, conservateurs, grands propriétaires terriens, grands industriels, etc. Donc, si vous voulez, de la très grande bourgeoisie allemande, et un fin ouvrier, quelqu'un qui a vraiment montré qu'il était capable d'agréger des gens. Et donc, le pari qui est mis en place à la fois dans l'entourage du président Hindenburg et dans ses partis de droite et de droite nationale, le parti, c'est de dire on va gagner les voix du NSDAP en mettant Hitler comme chancelier, mais on va finir par le neutraliser et le normaliser. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Ce cabinet est mis en place avec quelques ministres nazis seulement, Wilhelm Frick notamment, Göring, etc., etc. Mais là où les conservateurs pensent avoir mis en place un gouvernement, on va dire inoffensif, permettant de contrôler Hitler, ils ont omis deux choses. La première, c'est que ils ont nommé Göring ministre-président sans portefeuille au plan central, mais ils lui ont confié le Land de Prusse, il est ministre-président de Prusse, et donc ils lui ont confié la moitié du territoire allemand, dans lequel il a les pouvoirs de police, les pouvoirs de sécurité intérieure, etc., etc. Et de l'autre, ils ont nommé un nazi bon teint qui s'appelle Wilhelm Frick comme ministre de l'Intérieur. Et donc, les nazis contrôlent toute la question intérieure, toute la question de l'ordre, des polices, etc., etc. Finalement, le malheur de cette stratégie, c'est de ne pas avoir pris le NSDAP au sérieux? C'est exactement. Le malheur, c'est d'avoir pensé que le NSDAP était un parti qui n'était pas sérieux, que c'était un parti plutôt plébéien, plutôt ouvrier, etc., etc., que ces gens n'étaient pas capables de gouverner et qu'ils allaient devoir s'en remettre aux élites pour le faire. Or, évidemment, depuis 1930-1931, l'afflux de jeunes hommes militants qualifiés qui allient à la fois une grande radicalité politique et des études universitaires, machin truc des chouettes, font que le NSDAP a toutes les effectifs possibles et nécessaires pour prendre le pouvoir à la fois à la tête du Bund, de la fédération, et en même temps dans les régions. Alors à ce moment-là, tu nous as déjà dit que les réserves d'électeurs de la gauche avaient quand même pas mal fondu, mais on imagine qu'il y a peut-être une réaction de la gauche allemande. C'est plus compliqué que ça. C'est pas tout à fait les réserves de gauche qui ont fondu. C'est le paysage politique s'est polarisé. C'est-à-dire que d'un côté, les sociodémocrates ont vu leurs effectifs fondre, mais en faveur du Parti communiste, et de l'autre, les électeurs de droite et de droite nationaliste sont passés des partis classiques vers le NSDAP. Donc il y a une question de polarisation, et évidemment la polarisation a plutôt profité à la droite. La gauche a réagi comment ? La gauche elle a réagi par je ne saurais pas te dire comment, c'est difficile de dire, tu vois, dès février 1933, le Parti communiste est interdit après l'incendie du Reichstag. Dès l'été, c'est le Parti social-démocrate qui l'est. Tous ces gens
partent en exil. Quand ils ne sont pas arrêtés, ils ont été circonvenus, je dirais, par la prise du pouvoir. La gauche a été marginalisée par cette espèce de droitisation quand même massive de la société et notamment des classes moyennes, des classes supérieures. Et à partir du moment où ils arrivent au pouvoir, ils vont mettre en place de nouvelles structures. Ils commencent par mettre en place de nouvelles dispositions, c'est-à-dire que ils mettent en place des pratiques d'exception. Prenant prétexte du désordre dans les rues, ils vont nommer des dizaines de milliers de policiers auxiliaires qui vont être issus des formations paramilitaires du NSDAP et notamment de l'ASA. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont ainsi concernées et qui font que dans quelque chose il y avait quelque chose qui était quand même de l'ordre de la méta-guerre civile qui s'était mise en place depuis 1931, avec les nazis, les SA essayant de conquérir par la rue les villes et le KPD, le Parti communiste, essayant de résister à tout ça. Il y a des dizaines et des dizaines d'affrontements, ça fait des dizaines de morts aussi. Et prenant prétexte de ce truc-là, les gens disent, écoutez, on va essayer de rétablir l'ordre, et pour rétablir l'ordre, on va nommer comme policiers les SA. Et donc, tu vois, il y a un renversement total du rapport de force qui fait que cette chose devient une expédition vindicatrice et punitive. Et donc, dès janvier 1933, les militants nationaux, les militants socialistes et communistes commencent à rentrer dans ce que l'on pourrait appeler un système concentrationnel improvisé, avec des petits micro-camps de concentration qui sont faits essentiellement, dans ce qui concerne Berlin par exemple, dans ce qu'on appelle les Ecke-Kneipen, c'est-à-dire les cafés qui forment les coins des rues, et que les nazis ont racheté petit à petit à partir des années 30. Et donc dans les quartiers ouvriers de Berlin, ces bars, ces bistrots ont été rachetés et les caves deviennent des lieux de détention dans lesquels les SA vont chercher les militants du KPD, du SPD qu'ils ont repérés et les défoncent en fait tout simplement. Et donc tu as comme ça une espèce de violence sauvage qui se met en place et dont les militants du SPD et du KPD vont assez souvent tomber victimes. Les SA, on le rappelle, en gros, c'est le bras armé du les SA, c'est le bras armé du national-socialisme, Sturmabteilungen, c'est-à-dire les sections d'assaut. C'est quelque chose qui est assez caractéristique des sociétés d'après-guerre, le fait de se doter de formations qui sont à la limite entre le sport et le militarisme, et qui étaient d'abord peuplé d'anciens combattants et puis de plus jeunes personnes, des gens qui sont de la Kriegsjugendgeneration, de la génération des enfants de la guerre, et qui viennent chercher ici du militantisme, de la cohésion sociale, de l'action et de la croyance. Et donc les SA sont l'espèce d'organisation paramilitaire, mais encore une fois, même les socialistes en ont une, tu vois, c'est celle des nazis, elle devient importante à partir de 1933 parce que tout simplement, elle compte des centaines de milliers de gens. Il faut s'imaginer, pour comprendre ce qui se passe entre 1933 et 1934, comme si dans une société occidentale actuelle, un groupement à la fois sportif et paramilitaire avait des effectifs 10 fois plus importants que ceux de l'armée. Et ça donne quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que les SA, c'est 800 000 personnes ou pratiquement 1 million, et ils ont plus de personnel que pratiquement toutes les polices réunies et que l'armée réunie. Et donc ça donne une idée de l'importance en fait du phénomène partisan dans l'Allemagne de ces années 30. Et alors, quand Hitler arrive au pouvoir, du coup, en 1933, on voit, il y a différentes personnes à différents postes. Il est aussi central qu'on pourrait le penser à ce moment-là? Alors, la centralité, elle se construit. C'est-à-dire qu'au départ, il est chancelier, et puis sur les 18 mois suivants, petit à petit, les nazis vont éliminer les partis.
éliminer les syndicats, éliminer ce que vous pourrez appeler les corps intermédiaires, les mettre au pas, on appelle ça la Gleichschaltung, c'est-à-dire la mise au pas, l'automatisation. Et à l'été 1934 se produit quelque chose que sans doute les observateurs n'avaient pas vu, c'est que le Troisième Reich, le gouvernement du Troisième Reich, ce qui n'est pas encore le Troisième Reich, le gouvernement nazi, est à ce moment-là sous le feu de critiques qui sont de plus en plus violentes. Ils ont éliminé les critiques de gauche, il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de communistes, mais il y a encore des critiques qui viennent de la droite, avec von Papen, enfin tous les membres du gouvernement qui ne sont pas nazis et qui accusent à mi-voix, voire avoir presque ouverte le gouvernement nazi de ne pas résoudre les problèmes qui sont ceux de l'Allemagne, ne pas résoudre les problèmes économiques, pas résoudre la question du désordre, etc., etc. Donc tu as une critique de droite et puis de l'autre, tu as une critique qui vient de la partie plébéienne du NSDAP, c'est-à-dire la SA, mais aussi ce qu'on pourrait appeler les nazis ouvriéristes, le Gauleiter de Berlin, Joseph Goebbels, etc., qui disent, écoutez, on a réussi la première révolution, on est au pouvoir, mais maintenant il faut mettre en place une seconde révolution, qui est une révolution sociale. Et il faut qu'on nationalise les grandes entreprises, il faut qu'on expulse le grand capital, etc., etc. Et donc, Hitler et le NSDAP sont pris entre deux feux comme ça. Et cette crise va être résolue le 30 juin 1934 par ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux ou le putsch de Röhm, mais aucune des deux appellations de va, la nuit des longs couteaux, parce que c'est un chant nazi bien pourri, et il faudrait pas qu'on appelle ça comme ça. Le putsch de Röhm, parce que c'est tout simplement la légitimation nazie de l'élimination du leadership et ça. Et donc il y a quelque chose qui se résout ici et que Hitler va résoudre de deux façons. D'une part, il choisit d'un seul coup d'éliminer tout l'état-major de cette formation paramilitaire si puissante qu'est la SA, et de l'autre, par un certain nombre d'assassinats ciblés, il dit à l'opposition de droite, attention, je vous ai à l'œil, si vous ouvrez trop votre bouche, c'est comme ça que vous terminerez. Et donc, à ce moment-là, il met en place quelque chose qui est de l'ordre de la transgression et de la loi et de la démocratie, mais au moment où il le légitime, il se fait appeler Führer et chancelier du Reich, c'est-à-dire que il capte les pouvoirs qui étaient ceux du président de la République jusqu'à la mort d'Hindenburg et les pouvoirs de chancelier. Et donc, il met en place quelque chose qui est de l'ordre d'un pouvoir absolument, je dirais, transcendant. Il n'en reste pas moins que malgré cette titulature, malgré ce pouvoir extrêmement fort, etc., eh bien, Hitler ne l'exerce pas. En fait, Johan l'a souvent dit, c'est un dictateur qui a une vie de bohème, qui arrive pas à se lever le matin, qui arrive pas à se concentrer, qui peut pas lire longtemps, qui peut pas écouter les gens longtemps. Il aime beaucoup parler, mais il aime pas écouter, etc., etc. Et donc vous avez affaire à un dictateur qui a beaucoup de mal à choisir entre plusieurs options. Et ce d'autant il a l'impression que quand il choisit entre plusieurs options, eh bien, il va amoindrir son prestige vis-à-vis de la personne qui ne l'a pas choisi. Et donc, se met en place ce que Yann Kershaw a appelé quelque chose qui est de l'ordre de la domination charismatique, dans laquelle Hitler va laisser les êtres, les hommes et les institutions se mettre en concurrence pour essayer d'obtenir sa faveur et son appui et pouvoir ainsi déterminer la politique. Et donc, on a ici quelque chose qui est très spécifique et qui fait que Hitler est un dictateur au pouvoir qui sont extrêmement grands, mais qui laisse les gens se battre pour ce pouvoir. C'est ça la domination charismatique. Il y a un petit flou là sur pourquoi est-ce qu'il a décidé de décapiter la tête du SA en fait, vu que c'était la force armée du parti. Eh bien, parce que la SA représenté et poussé pour une seconde révolution. Or, Hitler avait pris le pouvoir. Les différentes forces du NSDAP, sauf la SA, étaient parfaitement contentes comme ça et voulaient travailler avec les corps constitués, les industriels, la bourgeoisie, etc., pour mettre en place le programme, alors que les SA, eux, étaient les tenants d'une seconde révolution dans laquelle toute
tous les moyens industriels, les usines, etc., la propriété privée, la grande propriété privée, aurait été nationalisée. Et alors, justement, on a quelques questions là dans le chat en disant mais arriver au pouvoir comme ça, déployer Statira et tout ça, ça doit coûter un pognon de dingue, comme dirait notre cher président. Et ça vient d'où ces sous? Ça vient d'où ces sous? Le NSDAP est un parti qui est largement financé, comme tous les autres, hein, mais un peu plus que les autres, qui est largement financé, à la fois par les cotisations des adhérents, un certain nombre de moyens financiers, les kermesses, machin truc du chouette, et puis bien sûr, il y a toute une partie de l'activité du NSDAP qui est financée par les entrepreneurs, les industriels, les petits patrons, etc., etc. Mais pas seulement le grand capital, hein. Tout le monde a intérêt à un moment ou un autre, investir dans le politique dans les années 30, et puis à partir de 1932-33, les gens s'aperçoivent que quand même, malgré tout, il risque d'y avoir une intervention du NSDAP dans le pouvoir, et donc investissent assez massivement. Donc on peut dire que là, la société vraiment se nazifie, quoi. Je dirais pas que la société se nazifie comme ça. Elle se nazifie sur le long terme de 1933 à 1939, parce que à ce moment-là, le parti et l'État commencent à fusionner et s'implantent à tous les échelons, à toutes les échelles de la société. D'un côté, les nazis colonisent tout ce qui est les élites, en prenant les postes dans les ministères, dans les entreprises, dans les administrations, etc., etc. Et puis se met en place tout un ensemble d'institutions qui vont encadrer la société, hein, des institutions comme la Hitlerjugend, le BDM pour les filles, mais aussi les ligues, les syndicats étudiants, instituteurs, etc., etc. Donc tu as des institutions qui chapeautent l'ensemble de la société avec des institutions qui, à partir de 1935-1936, vont prendre leur essor et montrer le NSDAP comme un parti qui est en train de fonder une nouvelle société dans laquelle, on va pouvoir faire du sport, on va pouvoir avoir des loisirs, on fait attention aux conditions de travail, on fait venir le cinéma dans les campagnes, etc., etc. Tu vois, et donc il y a tout un enracinement qui se met en place par cette question des loisirs et des conditions de travail, mais aussi par la question de la solidarité. Les nazis mettent en place des institutions comme le NSV, NSV, qui sont des institutions tout simplement de bienfaisance. Qui organisent des quêtes, qui vont mettre en place des villes-greniers pour que les plus pauvres de cette société puissent avoir un mieux-être matériel, tu vois. Et donc il y a tout cet ensemble-là qui se met en place. Mais il faut faire attention parce que c'est ce que montre cette nouvelle génération d'historiens et d'historiennes, c'est que le fait qu'on puisse dire du national-socialisme et du Troisième Reich que c'est aussi une société, on va dire, de la frugalité, de la bienveillance et de la solidarité, n'empêche en rien qu'elle soit en même temps une société de la mesquinerie, de la surveillance et de la répression. Oui, il y a vraiment un double visage, en fait. Ouais. C'est ça, c'est le double visage, et il n'y a pas de césure. C'est-à-dire que quand, tu vois, t'es un socialiste, on va dire ça. T'es un socialiste, t'as très mal vécu tout ça, on est en 1936, t'es à Berlin dans ton immeuble, jusqu'ici t'as réussi à passer en travers des mailles, etc., etc. Puis on sonne à ta porte et t'as deux dames un peu grassouillettes, 50 balais, avec un petit badge SS, un petit badge NSDAP ici, une croix gammée, etc., et qui viennent et qui disent « Bonjour, on est de l'œuvre d'entraide hivernale », c'est les Restos du Cœur Nazi, « On est de l'œuvre d'entraide hivernale, on voudrait savoir si vous auriez pas quelque chose à donner. » Là, tu dis non, et tu leur cherches la porte au nez. Tu fais ça une fois. L'année suivante, tu fais la même chose. La troisième année, c'est les mêmes bonnes femmes qui reviennent. Et là, elles te disent « Vous auriez vraiment rien à nous donner ? Ou alors est-ce qu'on doit en conclure que vous avez un petit problème avec la société qu'on est en train de bâtir ?» Et là,
tu commences à avoir des problèmes. Parce que tu donnes en bredouillant quelque chose, mais ton contremaître, 2 semaines après, il est beaucoup moins amical quand tu es à l'usine. Et puis, on commence à te contrôler un peu plus. Ton concierge devient vraiment plus sympa. Tu apprends assez vite qu'il y a une fiche qui s'est mise en place au commissariat de police, etc., etc., etc. Tu vois, la société de la bienveillance devient très vite la société de la surveillance. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose que la nouvelle génération des historiens, ceux qui ont l'âge de Nicolas, genre, hein, tu vois, une quinzaine d'années de moins que moi, commencent à vraiment montrer avec un talent certain. Oui, donc c'est vraiment pas une acceptation de ce modèle, mais une intégration du modèle par l'intimidation, quoi. Il y a les deux. On pourrait appeler ça. Il y a un historien qui s'appelle Sven Reichhardt qui appelle ça une Beteiligungsdiktatur, c'est-à-dire une dictature de la participation. Tu fais avec les autres et en même temps, t'as pas tout à fait le choix de faire, même si t'es quand même libre. Tu vois, s'il y a une sorte, Nicolas a employé dans le livre le terme de fabrique du consentement. Qui est une fabrique du consentement, mais avec quand même malgré tout un halo de contraintes qui est assez sensible. Ouais, il y a 2 ans déjà, tu nous avais déployé ce discours-là, tu nuançais les choses en disant que voilà, on peut pas condamner tout le monde et en même temps, il y a quand même toute une société qui bascule. Il faut pas déresponsabiliser non plus les gens. Exactement, il faut pas déresponsabiliser. À la fois, les gens sont le jouet des choses et dans le même temps, si on est tous joués, ça veut dire qu'on a tous un peu pris. Tout à l'heure, on parlait de résistance, du coup, qui a été quand même éliminée, hein, les syndicats, les partis politiques. On le voit, les gens sont de plus en plus intimidés. Il y a quand même des résistances, des formes de résistance qui se mettent en place, ce régime, et qui arrivent à perdurer un peu. Ah, ça c'est une question qui est, tu vois, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un mystère qui restera, je pense, toujours. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que le NSDAP était un Volkspartei, c'est-à-dire un parti qui transcende les appartenances sociales. Hein, il y a des bourgeois, des prolétaires, des paysans, des bourgeois, Eh bien, la résistance, c'est pareil. Les gens qui résistent au NSDAP, tu vas avoir un Georg Elzer qui est un charpentier, un pauvre charpentier qui va tout seul dans son coin monter son truc, mettre en place un attentat contre Hitler, etc., etc. Et de l'autre, tu vas avoir Klaus Schenk von Stauffenberg, tu vois, espèce de chevalier blanc militaire, le militaire le plus brillant de sa génération, vraiment pas socialiste, hein, tu vois, c'est la droite nationaliste dure, antisémite, etc., etc. Mais et ça, c'est difficile à dire maintenant en Allemagne. Enfin, c'est difficile de dire tout court. Mais tu as en même temps une résistance nationaliste contre Hitler et contre le national-socialisme. Et sur le terrain, les réseaux clandestins du SPD, du KPD, qui continuent à essayer d'exister. Évidemment, tout ça est une larme au milieu de l'océan, bien sûr, mais il y a quand même, il y a des gens qui disent non. Ouais. Et là, tu nous parlais de mini-camps de concentration. C'est des choses qui vont se multiplier encore, ou la façon dont ils sont réprimés peut être plus dure. On a vu qu'il était capable d'assassiner, donc. Entre le 30 janvier 33 et on va dire juin 1934, tu as tu as des camps qui poussent comme des champignons un peu partout dans les villes et qui sont essentiellement tenus par les SA. Tu vois, c'est vraiment. Mais assez vite. On va dire les éléments radicaux rationnels, appelons-les comme ça, tiens, c'est joli ça, les éléments radicaux rationnels du NSDAP, la SS notamment, Himmler, Heydrich, Werner Best, etc., décident que d'une part, ils vont s'emparer de l'ensemble de l'appareil de sécurité du national-socialisme, et de l'autre, qu'ils vont rationaliser cette question des camps de concentration. Et à l'été 1934, ils nomment un homme qui s'appelle Theodor Heicke à la tête d'une inspection des camps de concentration. Ces petits camps dont je te parlais tout à l'heure sont assez rapidement démantelés et remplacés par une série de grands camps dont le modèle est le camp de Dachau en banlieue de Munich. Hein. Ce sont des camps qui sont fondés sur une zone de détention, une zone qu'on appelle la politische Abteilung, c'est-à-dire la section politique avec des policiers qui vont contrôler les personnes, les marquer, les ficher, et les gens restent, enfin les gens entre 1933 et 1939 ont vocation à rentrer dans les camps, à être
c'est le vocabulaire nazi ici, hein, mais à être rééduqué et à en sortir. Et ça, c'est très important. Pourquoi? D'une part, pour montrer que le caractère relativement peu meurtrier du système concentrationnaire entre 1933 et 1939, c'est 7000 morts en tout, hein, sur ces 6 années. Et donc, c'est assez peu pour une nation de 70 millions d'habitants, c'est relativement peu. Et en second lieu, parce que le fait que les gens sortent constitue une arme de terreur qui est extrêmement importante. Tu dis aux gens, quand ils sortent, attention, tu répètes rien. Évidemment, les gens répètent, et en répétant, ils incitent la peur. Et donc, ça, c'est très important. Évidemment, à partir de 1939 et surtout de 1940, le système concentrationnaire prend à la fois une autre dimension, hein, il va finir par s'étendre à toute l'Europe, et une autre nature, il devient fondamentalement meurtrier. Pour continuer un peu cette parenthèse sur la résistance allemande, il y a quand même une rupture dans la résistance entre avant 39 et après, en fait, entre la déclaration de la guerre, ou pas du tout? Le problème, c'est que le problème, c'est pas tellement, je pense, la déclaration de la guerre, c'est plutôt l'été 40. Hein, à partir de la victoire allemande en France, Hitler a une telle aura que la résistance devient absolument squelettique. Elle se cantonne dans des sphères qui sont des sphères, on va dire, à la fois relativement haut placées et en même temps très éthérées. Et donc la résistance en tant que mouvement social de profondeur périclite à ce moment-là, jusqu'à 1940. Jusqu'à Stalingrad à peu près, un peu avant Stalingrad. Et là, à ce moment-là, il y a la Rose Blanche qui apparaît. Tu nous as parlé justement durant l'entretien d'un complot en 44. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Eh bien, j'en parlais tout à l'heure. Hein, c'est ce comte Stauffenberg qui va proposer. Il y a dans les sphères politico-militaires des opposants de longue date. Des institutions même qu'ils ont connues pour être peuplées d'opposants au nazisme. Hein. Le Militärbefehlshaber Frankreich, par exemple, l'administration militaire allemande en France est connue même à l'époque pour être peuplée de gens qui n'ont aucune sympathie pour le national-socialisme. Il y a de l'autre côté des militaires très haut placés, à la fois au commandement de la Wehrmacht, mais aussi dans les institutions d'occupation, qui eux aussi sont relativement anti-nazis. Hein. Je prends ici deux exemples. Hein. Le général Höppner, Erich Höppner, qui est le grand stratège des blindés pour le nord du front de l'Est, et qui est à la fois un nationaliste antisémite absolument repoussant et en même temps un grand opposant à Hitler, et qui va tremper dans ce complot du 20 juillet. D'un autre côté, il y a un homme qui s'appelle Hennig von Treschow, hein, qui est en poste en Biélorussie dans les installations d'occupation, qui lui aussi trempe dans les caractères les plus criminels des politiques nazies, mais qui et tous ces gens, voyant la façon dont tourne l'issue de l'affrontement avec l'URSS à partir de 1943, se disent Hitler est en train de naufrager l'Allemagne, il faut qu'on l'élimine. Et donc il y a ce complot qui se met en place et qui désigne ce jeune officier génie de la planification, grand blessé en Afrique du Nord, à Kasserine, il perd un œil, un bras, une jambe, etc., et qui propose de placer une bombe dans la tanière du Loup au moment d'une réunion d'état-major, et c'est ce qu'il fait. Il place une bombe et puis se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que Hitler survit miraculeusement et le complot s'effondre comme un château de cartes. S'ensuit 8 mois de répression absolument implacable. À partir de ce moment-là, la violence nazie se retourne contre les populations allemandes même, et la vie en Allemagne devient un cauchemar. D'ailleurs, au cinéma, ça a été adapté avec cet acteur de petits films et amateur de scientologie, Tom Cruise, dans Opération Valkyrie. Voilà, exactement, oui. Oui, c'est relativement bien fait, hein, Opération Valkyrie. Oui. Ouais, bah on voit vraiment tout le truc, quoi, hein, de l'Afrique du Nord jusqu'à... Ouais, c'était plutôt pas mal.
Alors, on parle depuis tout à l'heure de cette expansion du parti nazi, de sa prise de contrôle, etc., depuis le début des années 30. Comment c'est perçu à l'international? C'est perçu de façon, très hétérogène à l'international. À cela, je dirais, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. Il y a d'un côté un mécanisme assez général qui saisit les élites et notamment les élites diplomatiques européennes et qui disent on y a quand même été un peu fort avec le traité de Versailles et la suite et il est bien normal que un pays aussi développé avec 70 millions d'habitants, etc., veuille retrouver sa place dans le concert des nations. Donc c'est ce qui va donner ce qu'on appelle la politique d'appeasement, d'apaisement, qui est menée par les Anglais. En second lieu, dans le sillage de sa première chose, il y a un pacifisme intégral qui se met en place et qui dit ce que nous avons vécu entre 1914 et 1918 est tellement monstrueux qu'il faut éviter la guerre à tout prix. Et donc, qui a tendance à avoir une attitude particulièrement conciliante vis-à-vis des pulsions un peu agressives que peuvent avoir les régimes autoritaires dans l'Europe des années 30. En second lieu, il y a d'autres cercles qui se posent la question de savoir, de s'interroger sur la crise que semblent connaître les sociétés occidentales à ce moment-là, et notamment le régime qu'elles se sont censées s'être choisies, et qui sont la démocratie, et qui se disent, il y a peut-être dans ces modèles que nous tendent l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de modèles que l'on pourrait essayer d'étudier ou d'importer, etc., et ce qui explique la fascination d'un certain nombre de jeunes technocrates. N'oublions pas que les sociétés occidentales à ce moment-là se sont dotées de grandes écoles, d'universités, qu'elles apprennent l'économétrie, les mathématiques, etc., etc. Et donc il y a plein de gens qui font de la technocratie, qui se disent il y a peut-être des choses à faire et il y a peut-être des choses à faire en matière de politique de santé, en matière de politique économique, etc., etc. Et donc qui voient le Troisième Reich comme en fait une expérience politique et sociale. Et puis il y a évidemment un troisième axe qui est l'axe de l'inquiétude, on va dire, appelons ça comme ça. Et cet axe de l'inquiétude, il est tenu par deux types de forces. D'un côté, les forces progressistes / révolutionnaires qui, dans un certain cas, ont fait alliance et pour créer des fronts populaires antifascistes. Et de l'autre, une partie des droites dures, parfois nationalistes, qui voient dans le national-socialisme un réveil de l'Allemagne. Et donc, c'est ici que c'est très paradoxal, parce que tu as à la fois des gens qui sont inquiets à gauche et très à gauche, et puis des gens qui sont inquiets à droite et très à droite. Et en même temps, on va pas dire que c'est les milieux qui s'inquiètent pas, c'est pas vrai. Parce que évidemment, tu as aussi des gens qui sont des centristes, des libéraux, et qui se disent non mais je veux pas de ça, quoi, etc. Dans tout ça, alors là on parle de la perception à l'étranger de ce parti politique, mais quelle est l'attitude du NSDAP vis-à-vis justement de l'extérieur? C'est quoi leur politique extérieure? Alors la politique extérieure, c'est plus le NSDAP, ici c'est l'État nazi, et c'est assez intéressant parce que ici il y a quelque chose qui est de l'ordre du plus petit commun dénominateur. Tu vois, c'est faisons un cas modèle. Tu prends un nazi et un social-démocrate dans les années 1920 et tu les mets autour d'une table. Déjà, il faut réussir à les faire s'asseoir ensemble et sans armes, parce que la polarisation est telle que ces gens se détestent et qu'ils n'ont qu'une envie de se taper dans la tête. Et puis, tu vas enchaîner des sujets de conversation et ça va pas bien se passer. À part que quand tu vas arriver à la question de la politique étrangère et de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, tu vas leur dire quand même, ils nous ont maltraités à Versailles. Et là, ton social-démocrate et ton nazi, ils seront d'accord. Au moment du vote des pleins pouvoirs, en 1933, les socialistes ont voté le volet de politique étrangère
du national-socialisme, tout simplement parce que ce volet, c'est un volet qui est consensuel. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous voulons retrouver notre place dans le Conseil des Nations, nous sommes une grande puissance et nous voulons que cesse cette discrimination qui s'est mise en place à Versailles. Et leur politique étrangère qui commence par la sortie de la Société des Nations, puis le référendum sur la Sarthe, puis la remilitarisation de la Rhénanie, elle se lie comme ça. C'est-à-dire que c'est à chaque fois une conséquence du traité de Versailles et de la Première Guerre mondiale qui est abolie. Les gens disent nous voulons abolir, les nazis disent nous voulons abolir l'ensemble des conséquences du traité de Versailles. Et tu peux lire comme ça toute la politique étrangère nazie à cette aune-là. Le débat qui se met en place est de savoir s'il s'agit là d'un plan qui a été préconçu ou d'un ensemble d'opportunités. Tu vois, ici, on retrouve ce débat entre les intentionnalistes et les fonctionnalistes, entre la première et la deuxième génération des historiens du nazisme. Et de facto, on pense maintenant tous que il y a une sorte de fond, de constante, on va dire, politico-idéologique, et en même temps, Hitler est un amateur de coups, est un grand opportuniste. On arrive du coup à l'entrée en guerre. Est-ce que tu peux nous recontextualiser rapidement le truc? Enfin, comment a démarré la guerre en fait pour l'Allemagne? Alors, il faut revenir au contexte. Comme je te le disais tout à l'heure, les puissances européennes ont été extrêmement conciliantes et ont laissé les nazis éployer leur politique jusqu'à Munich 1938. À ce moment-là, Hitler a pris comme prétexte l'oppression de la minorité allemande germanophone des Sudètes pour demander le rattachement des Sudètes à l'Allemagne. Le monde a été au bord de la guerre. Les Occidentaux avaient des accords d'alliance avec les Tchèques, et la lâcheté occidentale a fait que se met en place une conférence à Munich, la ville du parti, dans les locaux du parti, avec les grands dirigeants français, anglais, italiens, Mussolini d'un côté, Daladier et Chamberlain de l'autre, qui viennent négocier en l'absence des délégués tchèques le rattachement des Sudètes. Une fois que les Sudètes sont rattachés sans l'avis des Tchèques, eh bien les jeux sont faits, parce que tout simplement dans les Sudètes il y avait les fortifications, l'ensemble des politiques, une grande partie de l'industrie tchèque, etc., etc. Donc contrairement à ce qu'avait dit Hitler, eh bien la suite des événements, c'est la Slovaquie fait partition, elle fait sécession, et les Allemands envahissent la fin de la République tchèque. La conséquence de tout ça, c'est que Hitler a bafoué une fois encore sa parole. À partir de ce moment-là, les Occidentaux ne le croient plus et commencent à réarmer. Seulement, on est déjà en janvier 1939, et donc quand à l'été 1939, Hitler jette son dévolu sur la Pologne, non sans avoir au préalable s'être assuré de la non-agression des soviétiques et avoir découpé la Pologne ensemble, eh bien les Occidentaux déclarent le 1er et le 2 septembre 1939, suite à l'agression de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. Tu le disais, la Première Guerre mondiale, elle est quand même encore assez présente dans les esprits, puisqu'ils se réunissent tous autour du fait que le traité de Versailles, c'était pas fou pour eux. Ça influe, ça, les premières années de la guerre? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel moi j'aime bien insister, pour dire que la Première Guerre mondiale, elle est omniprésente, partout, tout le temps, en Allemagne, dans ces années 1918-1939. C'est absolument clair entre 1918 et 1924, au sens où tout l'ensemble des troubles qu'a pu connaître l'Allemagne, révolution spartakiste, troubles frontaliers, corps franc de la Baltique, troubles avec les troubles frontaliers au Danemark, en Pologne, etc., etc. Tout ça sont la suite en fait de la guerre, et sont la guerre continuée sur le territoire allemand. Ici, on n'a pas de problème à le dire. Après, il y a une espèce de période de calme, d'accalmie, qui va de 1924 à 1939, en gros, appelons ça comme ça, mais pendant laquelle les nazis le disent eux-mêmes, la guerre se continue par d'autres moyens, des moyens qui sont des moyens politiques.
Et donc, tu t'aperçois que la présence de la guerre, tu peux la voir partout. Tu la vois à la fois la guerre, elle s'imprime chez les gens. Tu vois, par exemple, je prends un exemple. Tu vois, un jour, j'étais en train de regarder les notices de la bibliothèque de la Gestapo dans la grande école de la Gestapo. Et puis, ben voilà, tu voyais comment ces brutes sont en train de lire. Tu vois, qu'est-ce qu'ils lisent du roman policier, du machin, du truc. Et puis, il y a un calendrier. Et sur ce calendrier, c'est des feuilles volantes comme ça. Et le 24 décembre 1940, je crois, il y avait marqué, ben voilà, c'est la veille de Noël. Et puis tout en bas, c'était marqué 24 décembre 1917, bombardement allié de Mannheim. Et là, tu vois comment la mémoire de la guerre, elle se transmet. Tu vois, ici, qu'est-ce qui se transmettait? Ben, c'était le souvenir que les Alliés avaient été suffisamment odieux et criminels pour la veille de Noël, alors que le Père Noël Santa Claus doit passer, pour avoir bombardé une ville sans défense. Tu vois. Et donc, ce qu'on peut montrer, tu vois, c'est qu'il y a plusieurs formes de présence de la guerre. Il y a cette forme de présence un peu passive qui s'imprime, et puis il y a une autre forme qui est une forme plus active dans laquelle la guerre reste un modèle de référence constamment réutilisé par les acteurs. Tu vois, quand Göring met en place le plan de 4 ans, il te dit que le plan de 4 ans, c'est en 36 pour préparer la guerre en 1940, mais que au fond, la guerre a déjà commencé en 1936, mais que les armes n'ont pas encore tonné. Tu vois. Et donc, le nazisme, c'est aussi un être en guerre. Et donc, voilà, bah oui, dans toute cette première partie de la guerre, en 1939 au moins jusqu'en 1941, on peut dire que les nazis essayent de terminer le premier conflit mondial. Ils attaquent la Pologne parce que la Pologne est la création de l'après-guerre. Quand ils l'attaquent, ils vont mettre en place une agression contre les civils qui est à peu près systématique sur 2 catégories de personnes. D'un côté, ce qu'ils appellent des francs-tireurs, comme l'avait fait l'armée impériale en 1914, comme l'avait fait l'armée prussienne en 1870, et de l'autre, ils le font avec des activistes, disent-ils, qui sont des militants nationalistes polonais qui, en 1919, avaient comploté contre l'Allemagne. Donc, tu vois, c'est une guerre vindicatoire, c'est une guerre de la revanche. Et on peut faire ça avec toutes les guerres allemandes entre 1939 et juin 1941. C'est pas un hasard, si tu veux, si la seule pièce d'archives que les Allemands aient vraiment sérieusement cherché dans l'océan, qui sont les archives nationales, c'est le traité de Versailles. Ils l'ont piqué, on l'a jamais revu. C'est pas un hasard non plus si le 17 juin 1941, la première chose que fait l'armée envoyée contre la Serbie, qui est une armée d'Autrichiens, elle bombarde Belgrade comme le 1er août 1914. En gros, toutes ces guerres sont des guerres de la revanche. Ça, on peut dire, c'est une phase de la guerre, il y a un basculement, c'est le conflit ensuite ouvert avec l'URSS. Avec le conflit qui s'ouvre en juin 1941, les nazis ont conscience de mettre en place un autre type de guerre. Ça n'est plus une guerre de la revanche, c'est ce que Pierre Essobéry appelait une guerre de la croisade. Une guerre de la croisade, pourquoi ? Ben, tout simplement parce que l'invasion de la Pologne a eu une conséquence fondamentale sur, on va dire, les imaginaires nazis, ce qu'on appellerait leur horizon d'historicité, tu vois, leurs horizons d'attente. Les nazis pensent que à ce moment-là, avec la conquête de la Pologne, eh bien, est arrivé ce qui était de l'ordre de la promesse, c'est-à-dire le fait de conquérir cet espace vital dans lequel est censé se déployer cette nouvelle société qui est le Troisième Reich, qui est la Volksgemeinschaft. Et donc, ils ont commencé en Pologne, et puis, l'URSS, c'est quoi ? L'URSS, c'est le fait de pouvoir conquérir un territoire tel que ça sera vraiment l'empire millénaire qui va pouvoir se mettre en place. Quand le 22 juin 1941, les divisions allemandes s'élancent contre l'URSS, l'idée, c'est de conquérir l'Ingermanland, le Gottengau, etc., etc., et donc de conquérir un espace vital tellement immense que une société allemande de 600 millions d'individus pourra s'y déployer. Et donc, l'URSS dans cette optique-là, c'est le combat décisif dans lequel se décidera l'utopie. Et on peut imaginer que pour la société allemande, alors cette entrée en guerre et cette continuité de la guerre, elle va quand même vachement changer le quotidien des gens, quoi. Les nazis vont faire extrêmement attention à ce que ça soit le moins possible le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que on en revient encore à la mémoire de la guerre. Pour les nazis, les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, parce que le front intérieur n'a pas tenu.
Pourquoi il n'a pas tenu? Parce que les Alliés ont mis en place un blocus qui va coûter d'ailleurs la vie à peu près 800 000 personnes, hein, indirectement. C'est pas, les gens meurent pas de faim, mais ils meurent de maladies, etc. Essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards. Et donc pour les nazis, l'analyse de la défaite, elle vient en fait du fait que la société allemande n'a pas été capable de passer cette épreuve qui a été celle de la faim, du froid et des privations. Et donc ils construisent l'ensemble de leur politique économique d'occupation de telle façon que se met en place une immense entreprise de drainage et de prédation des biens en faveur de la politique de la société allemande. C'est-à-dire que là où on peut définir, si tu veux, la période qui va de 1939 à 1947 comme la dernière grande crise de subsistance qu'a connue l'espace européen. Avec des famines un peu partout, des disettes, bref, partout, les gens ont manqué de nourriture. Partout, sauf à un endroit. En Allemagne, où le rationnement n'interviendra que de 1944 à 1949. Tu vois. Pour le reste, de 1939 à 1944, les 5 premières années de la guerre, eh bien, c'est un immense drainage des ressources qui se met en place. Et donc, l'univers matériel de la société allemande n'a pour ainsi dire, pas changé, et c'est même plutôt amélioré. Ce sont des milliers et des milliers de trains de marchandises qui partent des Pays-Bas, par exemple, pour aller vers Hambourg. Ce sont des milliers de trains de marchandises qui amènent le blé, les victuailles vers l'Allemagne. Alors évidemment, ça n'est qu'une face de l'expérience de guerre. L'autre face de l'expérience de guerre, c'est évidemment à partir de 1941 et plus encore de 1942-43, c'est d'un côté le fait que tous les mois disparaît une petite ville, 50 000 morts à peu près, entre 30, 40, 50 000 morts qui frappent la société allemande pendant ce moment-là. Et puis, bien sûr, l'expérience des bombardements qui se met en place à partir de 1942 avec des bombardements qui vont gagner en intensité, plutôt aveugles, et carpet bombing du côté des Britanniques, et plutôt et de nuit, et plutôt du bombardement qui se veut localisé du côté des Américains. On voit que c'est très organisé, ce pillage finalement des pays occupés. Pour asseoir leur domination sur les différents pays, il y a une création de différentes institutions au sein de ces pays qui sont occupés? Alors ça, c'est une question qui aura passionné la troisième génération des historiens allemands. Il y a des dizaines et des dizaines d'institutions qui sont créées ou qui sont projetées sur ces territoires occupés. La diversité des situations est extrêmement importante. Tu as, pour prendre l'exemple de la Yougoslavie, tu as une partie de la Yougoslavie qui va devenir un État satellite, c'est la Croatie, une partie de la Yougoslavie qui va être sous administration italienne, militaire, et une autre partie qui va être sous administration militaire allemande. Les Allemands créent aussi des administrations civiles, comme le gouvernement général de Pologne ou les commissariats du Reich pour l'Ukraine, pour l'Ostland, pour la Norvège, pour les Pays-Bas, etc. Et c'est très difficile, en fait, de comprendre en quoi ça conditionne la vie des gens. Parce que tu pourrais dire, les militaires sont des bœufs, ils vont se conduire comme des brutes et ça va être horrible. Eh ben, c'est pas le cas en France. En France, les militaires essayent d'adoucir, d'atténuer les impulsions radicalisatrices qui viennent de Hitler et du commandement de la Wehrmacht ou d'armée ou des forces armées. D'un autre côté, les militaires se conduisent comme des brutes en Biélorussie ou en Serbie, dans lesquels ils massacrent les populations, et notamment les Juifs, et les populations locales. D'un autre côté, tu te dirais, les populations civiles, les administrations civiles, elles vont être un peu plus coulantes que ces brutes militaires. Mais c'est absolument pas le cas quand tu regardes le gouvernement général de Pologne, dans lequel Hans Frank et son administration poussent comme des bœufs pour faire exterminer leurs juifs, tu vois, et donc vont jouer un rôle de radicalisation extrêmement importante. Ce rôle de radicalisation, tu le vois encore plus quand tu es au niveau vraiment local, quand tu t'intéresses à une ville. Tu pourrais penser que quand tu t'intéresses à une ville, les vilains SS poussent à l'extermination des populations, et puis tu t'aperçois, quand tu regardes bien le truc, que les SS le font, évidemment,
et le font sans aucun problème. Hein. Ces gens sont effectivement de grands meurtriers, mais ils sont poussés par les administrations civiles qui disent, écoutez, nous, on veut pas nourrir les Juifs, l'hiver arrive et on n'a pas de boulot à leur donner. Ces gens sont des bouches inutiles. Faites ce qu'il faut pour les liquider. Et donc, tu t'aperçois comme ça, si tu veux, que les configurations, elles sont extrêmement diverses et elles sont très difficiles à lire. Et ce d'autant, si tu veux, que tu as à la fois des administrations locales et puis des administrations qui sont des administrations centrales et qui envoient du personnel un peu partout. Par exemple, la SS, qui envoie des gens, des policiers, des militaires, des gestionnaires, des gardiens de camps de concentration, des managers, partout en Europe. Alors, tu as évoqué la question des Juifs et des massacres en général. Dans le livre, vous utilisez une expression qui est celle de guerre de génocide aussi, qui est menée par l'État nazi. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un petit mot? Alors, guerre-génocide, ça c'est quelque chose, moi, auquel je tiens. C'est génocide est un substantif, un nom, mais comme parricide, comme homicide, comme féminicide, c'est aussi un adjectif. Et donc tu peux dire un geste homicide, un geste parricide, etc., etc. Et je tiens à ce qu'on puisse aussi employer génocide comme adjectif. Ce que l'on veut dire par guerre génocide, c'est que le génocide des Juifs, l'entreprise d'extermination exhaustive des Juifs, des communautés juives européennes nées dans la guerre, et que la guerre a été une sorte de matrice dans laquelle s'est forgée à la fois cette politique qui est la seule que les nazis vont essayer de poursuivre jusqu'au bout et jusqu'à son exhaustivité. Mais qu'il y a bien d'autres, il y a aussi à côté d'autres politiques d'élimination qui ont été mises en place. Hein. L'invasion de l'URSS est conditionnée par des choix économiques et logistiques qui font que les logisticiens de la Wehrmacht le disent, des dizaines de millions d'individus doivent mourir de faim. Une fois que tu raisonnes comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens étaient prêts à accepter, avaient accepté par avance que les populations urbaines de l'axe occidental, de l'arc occidental urbain de l'URSS, hein, toutes les grandes villes de l'ouest de l'URSS devaient être affamées jusqu'à la dernière personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens étaient déjà prêts à accepter la mort d'hommes, de femmes et d'enfants. À partir de ce moment-là, eh bien, il est clair que au premier rang de ces gens-là, il y avait les Juifs. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la zone dont on est en train de parler, c'est la zone de résidence impériale. C'est-à-dire que dans l'Empire russe, les Juifs n'avaient pas le droit de vivre en Russie, sauf dans cette zone-là. À partir de ce moment-là, dès mars-avril 1941, avant même que le moindre coup de feu ait été tiré, les communautés juives du RSS étaient vouées à la mort. Il n'en reste pas moins qu'il faut faire très attention ici, parce que être voué à la mort, eh bien, ça n'est pas être tué. Les politiques qui vont se mettre en place entre mars 1941 et on va dire janvier 1942, sur une année, elles vont faire passer du faire mourir par la faim au tuer en une année. Et ce passage-là, ce continuum-là, eh ben, il est important de penser pour pouvoir comprendre le génocide. Ici, il y a trois logiques qui vont se mettre en place. D'une côté, tu as cette logique de famine qui se met en place et qui fait que les Juifs à plus ou moins long terme en Union soviétique sont appelés à mourir de faim. De l'autre, il y a un plan de déportation de l'ensemble des Juifs européens qui s'est mis en place et qui les destine à une déportation dans le cercle polaire arctique. Même les pingouins ont froid là-bas, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux mettre 11 millions de Juifs dans ce cas, ça veut dire que eux aussi sont destinés à une mort indirecte. À partir de ce moment-là, eh ben, les conditions locales, c'est notre troisième axe, les conditions locales dans les entreprises, dans les instances d'occupation, deviennent de plus en plus compliquées. Quand dans le gouvernement général, on a appliqué tout l'ensemble des lois antisémites qui étaient des lois qui étaient valables en Allemagne, que d'un autre côté, on a concentré les gens dans des ghettos, que on leur a interdit d'exercer absolument tous les métiers, et qu'en plus, on a des problèmes d'approvisionnement, qu'est-ce qu'on crée à ce moment-là? On crée des famines, des crises des épidémies, etc., etc. À ce moment-là, on est à peu près à, on va dire, l'été 1941. Les gens du gouvernement général disent, c'est plus tenable, il faut nous débarrasser de ces Juifs.
Et donc, se mettent en place des programmes d'extermination régionaux. Un programme à Chełmno pour les Juifs du ghetto de Lodz, un programme dans le gouvernement général avec Belzec, Sobibor, Treblinka, et puis voilà, tu vois. Ici, on a donc ces trois logiques qui vont s'entrechoquer et qui vont provoquer, en décembre 1941, la décision d'extermination des Juifs d'Europe par Hitler. Cette décision, elle est prise sous le coup de Pearl Harbor et de l'entrée en guerre des États-Unis parce que voilà, la guerre est mondiale et Hitler avait dit en 1939 que 30 janvier 39, il avait dit si je dois devenir, enfin j'ai déjà été prophète et je suis déjà prophète, je vais le redevenir. Si jamais la judaïté, si jamais les Juifs réussissent à entraîner l'Europe dans une guerre mondiale, celle-ci n'aura pas comme issue la bolchevisation de l'Europe, mais l'extermination des Juifs, l'anéantissement des Juifs. Et donc ce jour-là, vers le 10-11 décembre 1941, ce moment est arrivé. Et donc à partir de ce moment-là, les Juifs ont vocation à être tués jusqu'au dernier. C'est comme ça que c'est mis en place le génocide. Par contre, le problème, c'est que cette décision d'Hitler, elle n'est pas suivie. Enfin, plutôt, c'est pas qu'elle n'est pas suivie. Elle n'implique pas encore la façon de le faire. Il n'indique pas aux gens comment ils doivent faire et dans combien de temps, etc., etc. Le 20 janvier 1942, c'est la conférence de Wannsee. À ce moment-là, le programme exterminateur est annoncé à l'État et puis, à partir de ce moment-là, il se met en place. Un chiffre qu'il faut retenir ici, c'est que à l'été 1942, on va dire en mai 1942, 80% des victimes du génocide sont encore en vie. Un an plus tard, c'est l'inverse. 80% des victimes du génocide ont été tuées. Entre mai 1942 et mai 1943, on va dire, juin 1943, il y a une accélération fondamentale des opérations meurtrières contre les Juifs qui passent par ces programmes régionaux dont j'étais en train de te parler, Belzec, Sobibor, Treblinka d'un côté, Chełmno de l'autre, etc., etc. Et puis le programme d'Auschwitz qui a commencé par des essais à l'automne 1941 et a fonctionné à plein régime à partir de 1942. Et puis bien sûr toujours les opérations de fusillade sous couvert de lutte contre les partisans en URSS, etc., etc. La solution finale, justement, est cette déportation, cette extermination, c'est... Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est quoi? C'est plus de 4 millions de morts 5,6. 5,6, ouais, c'est énorme. On hésite entre 5,1 et 6 millions, et on en est à peu près à 5,6. Et c'est énorme, c'est vraiment... il y a quelque chose d'extraordinairement systématique sur ce qui s'est fait. Quand on regarde, quand on se reporte à fin 1943, au moment où voilà, les programmes sont terminés, Belzec, Sobibor, Treblinka sont en train d'être démantelés, Chełmno est en train par contre de rouvrir parce que maintenant l'extermination exhaustive des Juifs du ghetto de Łódź est en train de se remettre en place. Les nazis pensent avoir terminé le job dans la partie de l'Europe qu'ils contrôlent, et donc mettent en place cette opération 1005, qui est une opération d'exhumation des corps pour les brûler et pour faire disparaître les traces du crime. Vraiment, pour reprendre le titre d'un livre, ils ont vraiment essayé d'aller les chercher jusqu'au dernier. Et ça, c'est le trait distinctif du génocide des Juifs par rapport à l'ensemble des politiques de violence que le Troisième Reich met en place, guerre contre les sociétés rurales du RSS, extermination des malades mentaux, enfin élimination des malades mentaux, extermination des tziganes, etc., etc. Toutes ces politiques ont été extraordinairement cruelles et monstrueuses et meurtrières, mais aucune n'a eu véritablement la pulsion d'exhaustivité qu'a eu le génocide des Juifs. Ouais, je crois que Auschwitz, c'est presque 1 million. Enfin, c'est 1 million. Voilà, le pourcentage est absolument hallucinant. Mais tu vois, Treblinka, c'est 800 000. Tu vois, c'est un Rwanda. Tu vois, et avec des intensités, tu vois, de 10 000 à 15 000 morts par jour à Auschwitz, un tout petit peu moins pour Treblinka, etc. Mais tu vois, vraiment un sommet d'innovation meurtrière qui fait froid dans le dos quand même. Oui, et puis une industrialisation où on voit les trains qui arrivent, ils les vident direct. Et puis, je sais pas si tu as vu, j'ai réagi dessus il y a pas très longtemps sur YouTube et un podcast, la zone d'intérêt. J'ai pas voulu regarder, je me suis dit que c'était
c'était du boulot et que voilà. Je l'ai pas vu parce que j'ai eu l'impression que c'était une sorte d'exercice de style, que oui, effectivement, tu vois, pour de montrer, tu vois, l'espèce de clivage qui joue tout le temps et la porosité entre les deux trucs, c'est intéressant, mais pour nous historiens, c'était déjà fait depuis un moment, tu vois. Évidemment. Mais en tout cas, je vous encourage à le voir, hein, ce film, si vous nous écoutez, parce que c'est un autre point de vue aussi qui est plutôt intéressant, et on le voit dedans quand il parle de l'optimisation des chambres, enfin vraiment il dirige des usines, quoi. Et ça fait vraiment froid dans le dos. Finalement, comment s'est effondré le Troisième Reich à la fin de la guerre? Je pense que pour comprendre comment ça s'est effondré, il faut revenir au pari qu'il y a derrière tout ça. Le Troisième Reich ne s'est jamais remis de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est quoi? C'est une guerre de position. Et donc, de 1939 à décembre 1941, le Troisième Reich a essayé de mettre en place des campagnes successives qu'il pouvait gagner très rapidement. Très rapidement, pourquoi? D'une part parce que il pensait que la société sur laquelle il s'appuyait était incapable de tenir un conflit long, et en second lieu parce que les responsables économiques et industriels du Troisième Reich savaient que ils ne pouvaient pas mobiliser de façon durable leur économie. Et donc, c'est comme ça aussi que juin 41 est conçu, c'est-à-dire que pour l'espoir du commandement allemand, hein, que ce soit le commandement partisan, le SDAP, la SS, mais aussi l'OKW, donc la Wehrmacht et les forces armées, c'est une victoire en 5-6 mois. Quand, début décembre 1941, la contre-offensive dégage Moscou, eh bien, la perspective d'une guerre courte s'éloigne. Et à partir de ce moment-là, commence une des crises les plus sourdes et les plus graves du commandement, qui dit, écoutez, à partir de ce moment-là, les plus lucides d'entre eux disent la guerre n'est plus gagnable. Et donc, s'ensuit une période de mobilisation extrêmement forte, avec d'un côté la mise en esclavage de l'ensemble de la main-d'œuvre industrielle européenne par Sauckel, la rationalisation de la prédation de toutes les matières premières par Speer, etc., etc. Et donc l'essai de totalisation du conflit. Mais il ne reste pas moins que quand on regarde les chiffres d'investissement de l'Allemagne et celui des Alliés dans l'effort de guerre, les Alliés investissent 3 à 4 fois plus. Et donc, dès 1940, fin 1942, il y a Stalingrad d'un côté, mais il y a aussi la maîtrise totale des airs par les Alliés, et le début du bombardement du potentiel industriel nazi par l'Ouest. De l'autre, le début de l'offensive, de la contre-offensive russe se met en place, et à l'été 1944 a lieu la contre-offensive Bagration, qui va faire s'effondrer littéralement le front principal, hein, et je maintiens la chose, le front principal qui est celui du front de l'Est, hein, mais il y a à ce moment-là, si vous voulez, une conjonction entre d'un côté une maîtrise totale des airs et de la mer par les Alliés, de l'autre une maîtrise de plus en plus totale et absolue de l'armée rouge sur la Wehrmacht à l'est, et les différents débarquements qui se mettent en place d'abord en Italie, ensuite d'abord en Afrique du Nord, ensuite en Italie, puis Normandie-Provence, et qui font que la forteresse allemande est circonvenue, hein. La dernière année de la guerre, hein, celle qui va on va dire, juin 1944 à mai 1945, est aussi la plus meurtrière. C'est-à-dire que même s'il était évident pour tout le monde que la guerre était terminée, qu'elle était gagnée stratégiquement par les Alliés, que la forteresse allemande était assaillie, etc., etc., ce sont 2,6 millions d'Allemands qui meurent sur le front de l'Est. Entre juin 1944 et juin 1944 et mai 1945. Et on ne peut pas attribuer cette hécatombe, hein, 2,6 millions, 50% des pertes ont lieu sur ces dernières années. On ne peut pas l'attribuer à cette répression tous azimuts que met en place le Troisième Reich à ce moment-là. Si cette armée avait considéré que le combat était vain, elle aurait arrêté le combat. Elle ne l'a pas arrêté, et c'est cela qu'il faut essayer de comprendre. Parce que
Cette clé-là, elle est apportée à la fois par l'enracinement du national-socialisme au plan social, mais aussi au plan des imaginaires. Pour les Allemands, il y a quelque chose d'eschatologique, d'apocalyptique, qui se passe dans cet été 1940. Et Nicolas Patin, qui s'est occupé de ce chapitre-là, a bien montré qu'il y a une pulsion métasuicidaire qui saisit la société allemande à ce moment-là. Et c'est pas pour rien que on peut dire que les Allemands ont été besiegt und befreit à ce moment-là. Ils ont été vaincus mais libérés. Ils ont été libérés quelque chose qui était de l'ordre de cette pulsion suicidaire que je viens de décrire. Ouais, donc on peut dire que malgré justement le fait que les Allemands soient de plus en plus confrontés à cette guerre à partir de 42 sur leur propre sol, l'engouement ne faiblit pas vis-à-vis de... J'aurais pas employé le terme d'engouement, Ben, tu vois, Oui, pardon, c'est malheureux comme mot. Oui. Non, c'est pas que c'est malheureux, c'est le lien qui a été construit entre cette société, ce système de croyances et les appareils qu'il porte est tellement important et profond qu'il ne peut pas se dénouer ici. Il faut autre chose pour le faire. Et l'autre chose, eh bien, je pense que c'est le nazisme est une idéologie de la haine et de l'angoisse. C'est une idéologie du nous allons disparaître, mais on veut nous faire disparaître, mais nous allons survivre et nous allons même faire plus que survivre. Nous allons créer un nouveau monde, Tausendjähriges Reich, un grand Reich millénaire, communauté raciale, espace vital, etc., etc. Et donc à chaque fois que la défaite se rapproche, eh bien, ce truc devient encore plus vrai. Et ce qui va tuer le nazisme, ça n'est pas la victoire du 8 mai 1945, la victoire alliée du 8 mai 1945, mais c'est la décision fondamentale que prennent les Alliés à l'hiver 1945-1946 de nourrir les populations. Pendant des années, les nazis avaient répété que c'était une guerre du Sein ou de Nichtsein, de l'être ou du ne plus être, une guerre dans laquelle se jouait l'existence de l'Allemagne et le fait que les Alliés, ce monde d'ennemis, décident d'aider à survivre les populations allemandes a, me semble-t-il, infligé un cinglant démenti à cette croyance panique. La première fois que je t'ai reçu dans cette émission, je vois c'était en 2021, donc c'était au moment où on enregistre cette émission, c'était il y a 3 ans en fait. Le temps passe beaucoup trop vite. La thématique de cette émission, c'était: est-ce que le nazisme a disparu avec la fin de la Seconde Guerre mondiale? Alors, pour donner envie un petit peu aux gens d'aller voir cet entretien qui est aussi passionnant que celui que tu viens de nous donner, est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur cette question? Tu vois, on en revient tout à l'heure. Je crois qu'une partie de tes auditeurs, Ben, et je vous salue tous bien, me reprochaient de faire des parallèles entre notre époque et cette époque. Et je pense que précisément, ça m'a surpris parce que j'essaie d'en faire le moins possible. Quand on est historien du nazisme, c'est compliqué parce que le nazisme, c'est quand même vraiment la massue absolue. D'ailleurs, il y a un article allemand qui parle de Nazi-Keule. C'est vraiment un massue qui va me Keule, c'est le fémur d'une bête, et en même temps c'est une massue préhistorique. Et donc c'est très difficile en fait de faire des parallèles. Si vous voulez trouver un parallèle que je trouve extrêmement important, il y a un livre de Michael Fussell qui s'appelle Récidive, et qui parle pas de nazisme, mais qui parle de la situation en 1938 en France, et qui essaye d'organiser, on va dire, la mise en parallèle de ce que nous vivons à l'heure actuelle et de ça. Pas plus que ça, organiser simplement le parallèle. Ce que l'on peut dire, c'est que malgré tout, basiquement, il y a quand même un truc qui est rigolo. Quand on était en train de relire les épreuves de ce livre, on était en train de décrire le chapitre. On était en train de vérifier et de corriger le 9 juin dernier le chapitre d'histoire politique hyper fin que fait Johan sur les questions d'arriver au pouvoir. Et donc, j'avais tous ces trucs hyper fins de comment est-ce qu'on fait pour ne pas intégrer Hitler au gouvernement, est-ce qu'on dissout l'Assemblée ici ou pas, ou là, est-ce qu'on utilise les directives, etc. Et puis, le 9 juin arrive. Moi, j'habite Berlin, je sais pas si vous savez, mais j'habite Berlin, et donc, arrivent les élections, et puis,
avec un bon décalage d'une heure, je vois les résultats des élections, mais les deux autres, Nicolas et Yoann, les ont, et je leur dis, on a un fil WhatsApp, je leur dis, les mecs, et si on faisait un truc, avec les résultats qu'on a, et si on envoyait nos épreuves à Emmanuel Macron en lui disant, écoutez, Monsieur le Président, c'est pas la même chose, comparaison n'est pas raison, mais il y a toujours des prises de distance qui peuvent nous amener à réfléchir autrement les situations, etc. Et ce que nous, on pourrait vous dire, c'est que quand on est dans une crise fondamentale, il faut revenir aux fondamentaux, il faut pas faire de politique politicienne, il faut pas faire des manœuvres d'appareil, il faut revenir au stratégique, c'est-à-dire aux visions à long terme, etc., et essayer de comprendre ce qui peut rassembler tous les gens. Donc, moi, je vois bien que les deux autres sont pas très enthousiastes. Je vois bien le truc. Et moi, j'ai un peu d'inspiration et donc je commence à écrire une sorte de lettre ouverte à Macron, comme ça, Emmanuel Macron et tout. Et puis ils me disent, écoute, on va laisser refroidir jusqu'à demain, d'accord, intéressant ton truc, etc. Genre, papy, t'as tes chaleurs, etc., etc. Et puis le lendemain matin, je fais quoi? J'ouvre mon ordinateur et je vois quoi? Je vois qu'Emmanuel Macron avait fait strictement, littéralement, la même manœuvre que Hindenburg, c'est-à-dire avait dissous l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous voyez bien que la comparaison, elle s'impose à l'historien à un certain moment, et elle fait aussi. Elle vous expliquera aussi pourquoi je n'interviens pas dans le débat public. La lettre ouverte dont je suis en train de vous parler, elle est accrochée dans les toilettes de mon domicile et elle n'a servi à rien d'autre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose sur la comparaison. En second lieu, il en reste pas moins que on peut observer un certain nombre de choses qui nous permettent de regarder autrement peut-être les situations contemporaines. De façon différente de celle d'analystes, d'autres analystes. Moi, je sais que j'ai longtemps été sensible à la question des élites. Comment est-ce que les nazis avaient réussi à mettre en place une conjonction entre une attitude plébéienne, les SA, ouvriers, machin truc, bidule chouette, enfin ouvriers, pas tellement ouvriers d'ailleurs, artisans plutôt, etc. Et de l'autre, comment ils avaient une des clés du pouvoir avait été leur séduction des jeunes élites, des jeunes élites folkish et comment ils avaient mettre en place. Eh bien, ce truc-là, pendant très longtemps, je disais que une des différences fondamentales entre ce que nous vivions et ce que vivaient les Allemands, elle tenait à deux choses. La première, c'est que la société allemande la société allemande des années 20 et des années 30, c'est une société de grands endeuillés et qu'on comprend rien si on n'a pas ça. Et la deuxième, c'était que dans les années 20 et 30, quand vous alliez dans une université, le beau gosse avec une jolie cravate, une jolie coupe de cheveux un peu fancy, etc., il était nazi, alors qu'en Europe, ça n'était pas le cas. Eh bien, ce dernier point est en train de changer. Et ça c'est nouveau. Il y a des choses que je pouvais dire il y a 15 ans et que je ne peux plus dire maintenant. Donc, il y a bien quelque chose qui a changé et on voit bien que c'est mon métier qui me permet de le noter. Donc, je suis d'accord qu'il faut être très prudent dans les parallèles. Il n'en reste pas moins qu'il y a des moments où on est bien obligé de les faire. Merci en tout cas Christian pour ces mots. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur tout ce sujet et puis sur cette complexité du monde nazi, eh bien je vous recommande Le Monde nazi 1919-1945 par Christian bien évidemment qui nous a accompagnés pendant 2 heures, mais aussi Yoann Chapoutot et Nicolas Patin. Vous pouvez le retrouver un peu partout. Ça genre c'est chez Talendier. En plus c'est une bonne maison d'édition. C'est aussi la mienne. Donc, donc foncez-y. Allez. Procurez-vous. J'ai déjà eu plusieurs commentaires dans le chat de personnes qui ont dit c'est bon, vas-y, je l'achète le bouquin. Voilà. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Est-ce que tu aurais quand même, alors hormis ce livre magnifique que vous pouvez vous procurer, est-ce que tu aurais quelques conseils de lecture pour ceux qui veulent en savoir plus? Ou même des docus, ou je ne sais pas. Il y a des dizaines de docus qui ont été faits là-dessus. Il y a eu un docu l'an dernier sur la justice sous le nazisme, les tribunaux d'Hitler, ça devait s'appeler. Il y a toute une série magnifique qui s'appelle Jusqu'au dernier je me rappelle plus les réalisateurs. Le documentaire de Michael Prazan sur les Einsatzgruppen, c'est quand même aussi un truc qui a été assez extraordinaire. Il y a eu un documentaire allemand sur Himmler
à partir des lettres, qui s'appelle L'Honnête Homme. Qui a été écrit par un grand historien du nazisme, s'appelle Michael Wild, et une politiste qui se trouve être la petite nièce de Himmler, qui s'appelle Catherine Himmler. Et puis voilà. Et puis il y a des séries. Il y a une série. Et oui, je vais avoir oublié son nom. Ah mon Dieu. Il y a une série allemande extraordinaire. Peut-être qu'on en a parlé il y a pas longtemps avec Marjolaine Boutet, parce qu'on a été revenu sur les séries Seconde Guerre mondiale. Donc allez voir cet entretien. Et on a drop name plein de séries, donc peut-être qu'elle en fait partie. Voilà. Bon, alors d'ailleurs sur l'ascension au pouvoir d'Hitler. Alors j'ai eu la chance d'aller 2 fois à Berlin dans ma vie et j'ai pu visiter une expo permanente qui m'a un peu traumatisé, qui s'appelle la Topographie d'Esterov. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Tu la recommandes à ceux qui viennent à Berlin? Ouais, c'est the expo à faire. Mais c'est un lieu assez extraordinaire, la topographie d'Esteros, parce que moi, quand j'ai fait ma thèse sur les intellectuels dans les services secrets de nazis, c'est-à-dire ces gens habitaient le lieu sur lequel il y a la topographie d'Esteros. Quand je suis venu la première fois, c'était en 1992, ça commence à faire un long moment. Eh bien, il y avait simplement des baraquements. Et puis, tu as vu, Ben, il y a une espèce de souterrain, dans lequel on rentre et dans lequel il y a les anciennes geôles du bâtiment, et dans lequel maintenant il y a cette expo sur le Berlin nazi. À l'époque, toute l'exposition était là. Et dans le baraquement, dans l'Algeco, appelons ça comme ça, il y avait simplement un petit centre de documentation, et c'était extraordinaire pour moi parce que ces gens, évidemment, en savaient 1000 fois plus que moi sur mon sujet. Et donc j'ai vu le lieu évoluer et devenir ce magnifique musée avec cette exposition. Le livre de la topographie d'Esteros est extraordinaire. C'est une mine d'informations. Il est disponible en anglais, en français, etc., etc. Et puis vous êtes à côté de Potsdamer Platz. C'est extraordinaire comme lieu. Ouais, je vous conseille absolument chaleureusement le lieu et la visite. Moi, en tout cas, ça m'a marqué. Donc, je vous le conseille à tous. Christian, encore merci en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. C'est moi qui te remercie, Ben, et c'est moi qui vous remercie à tous de m'avoir écouté. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao. Au revoir.